c'est toujours un plaisir de revenir dans ce magnifique amphithéâtre avec une assistance aussi nombreuse que savante. Donc c'est un défi redoutable pour moi que de prendre la parole devant vous et je serai heureux bien sûr de poursuivre le débat en répondant à vos questions ou à vos interventions après cela. Alors effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que Trump nous lance à nous, Européens, un défi de taille, déjà parce que très peu l'avaient vu venir. Rappelez-vous un peu les commentaires, y compris de gens qui étudient de façon très proche les États-Unis, qui, lorsqu'il s'est présenté aux élections primaires, ont dit il va faire une ou deux primaires parce qu'il est passé à la télévision, il fait parler de lui, et très rapidement, l'affaire sera close et les candidats sérieux républicains vont discuter et disputer entre eux le poste de nomination pour la présidence. Et puis en fait, au fur et à mesure, y compris les candidats comme Jeb Bush, que tout le monde donnait déjà gagnant, avec une sorte un peu de duel à distance entre Hillary Clinton, la femme de l'ancien président, et le fils et le frère d'un autre ancien et de deux autres anciens présidents, donc dans un système républicain avec quand même des tendances monarchiques assez ironiques. Mais en fait, eh bien non, Donald Trump a, les uns après les autres, défait tous les candidats pour l'investiture républicaine et est devenu le candidat du Parti républicain, même si la plupart des responsables du Parti républicain voyaient ça d'un mauvais œil, et même si, y compris dans le domaine de politique étrangère, les experts proches du camp républicain ont même signé une pétition, ont fait des papiers en disant qu'il pourrait présenter un danger pour le pays. Et lorsqu'il a été désigné comme candidat, tout le monde s'est dit, bon, ben voilà, l'affaire est dans le sac, Hillary Clinton est sûre de gagner l'élection présidentielle avec un candidat aussi répulsif du côté républicain. Rien ne s'est passé comme cela, même si, bien sûr, on peut discuter du décompte des voix, mais c'est le système américain qui veut cela, et donc le système est le système, et donc il a emporté cette élection à la stupeur et la surprise de beaucoup d'observateurs, et non seulement américains et français. Et en fait, peut-être que, et bizarrement, un des rares qui ont cru à son élection, c'est quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux généralement, Michael Moore, le documentariste polémiste américain, qui avait en août publié un article en disant les 7 raisons pour lesquelles Donald Trump allait gagner. Peut-être que on ne nous sommes pas suffisamment sortis de notre zone de confort pour voir, et c'est un peu le danger. Enrico Letta, dans un très bon livre qu'il a sorti sur l'Europe, raconte que dans une autre des grandes écoles, outre celle que dirige Jean-Jacques et la mienne, la troisième grande école, c'est le PSIA de Sciences Po, il racontait qu'il avait fait un sondage parmi les étudiants américains qui étudiaient à Sciences Po, et en fait, tous avaient voté soit Sanders, soit Hillary Clinton, et une seule avait voté Trump. Mais peut-être que ces étudiants-là ne sont pas représentatifs de l'électorat américain, et peut-être qu'un des défauts, c'est de voir les gens qui pensent comme nous, et non pas les gens qui pensent différents, et cela peut amener une erreur. Et donc, ça a été un choc parce que, au cours de la campagne électorale, Donald Trump a tenu un discours sur les questions internationales qui remettait complètement en cause les acquis qui font l'architecture de la sécurité européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en disant que l'OTAN, les alliances, ce n'était pas vraiment quelque chose dans lequel il croyait, que par contre Poutine, c'était quelqu'un de bien et il allait faire affaire avec lui et entamer une grande politique de réconciliation, que les Japonais et les Coréens n'auraient qu'à se débrouiller eux aussi, comme les Européens, pour payer la sécurité, parce que les États-Unis en avaient assez de payer la sécurité des autres. Et donc il y avait dans les cercles atlantistes une grande peur de voir effectivement les fondements de l'Alliance atlantique être mis en cause, mais non pas par des contestataires extrémistes européens, mais par le chef de l'Alliance et celui qui, normalement, doit être à la tête du monde libre. En fait, on a vu très rapidement que les choses ne sont pas passées comme cela et que des correctifs ont été mis en place. Et en fait, on a un peu parfois le sentiment qu'il y a deux politiques étrangères américaines, celle des États-Unis et celle de Donald Trump, qui ne sont pas toujours compatibles, celle des tweets impulsifs et celle finalement de l'État. Et on a dit, effectivement, il y a quand même des adultes dans la pièce, il y a des gens autour de Trump qui peuvent l'encadrer et qui peuvent lui montrer quels sont les vrais fondamentaux et le vrai intérêt des États-Unis. Sauf que ces adultes dans la pièce partent les uns après les autres, le dernier étant le secrétaire à la Défense Jim Mattis, et que finalement on voit que les taux se resserrent, mais en même temps, quand on fait le bilan, Trump n'a pas du tout entamé la réconciliation avec la Russie qui faisait peur à l'OTAN, et il y a même une aggravation des sanctions à l'égard de la Russie alors que Trump était président.
ce qui s'explique par plusieurs raisons, parce que lui-même étant accusé, y compris aujourd'hui, on apprend que l'FBI s'est demandé officiellement si c'était un agent russe, c'est quand même des mots assez forts. Donc, sous le coup de ces accusations des interférences russes dans la campagne électorale, il est moins à l'aise pour entamer une véritable politique de réconciliation avec la Russie. Mais en fait, en même temps, c'est aussi parce que les structures lourdes américaines ne sont pas en faveur de cela. Et cela ne concerne pas que Trump, parce que rappelez-vous, lorsque Barack Obama a été élu, il avait dit qu'il allait appuyer sur le bouton reset des relations avec la Russie. Or, pas plus Donald Trump que Barack Obama n'a pu changer la nature des relations entre la Russie et les États-Unis, qui sont toujours confrontatives. Elles étaient confrontatives en 2008, elles le sont toujours, et Trump n'a pas changé cela. Sur l'OTAN, il a dit qu'il allait tout remettre en cause. En fait, il a obtenu la réaffirmation de l'engagement des pays européens d'aller à 2% du PIB en matière de défense. Et finalement, on peut dire qu'il a fait extrêmement peur aux Européens qui, du coup, ont accepté ces conditions. Et ont augmenté leurs dépenses militaires, mais qui dit, pour de nombreux pays européens, augmentation des dépenses militaires, dit en fait augmentation des achats d'armes aux États-Unis, parce que de nombreux pays européens ne sont pas en mesure de produire, de fabriquer leurs armes. Et on l'a vu avec le cas de la Belgique récemment, même au moment où Trump se montre, disons, maladroit, pour ne pas dire malpoli à l'égard des Européens, eh bien finalement les Belges préfèrent quand même choisir le F-35 pour renforcer leur armée de l'air plutôt que les deux modèles européens qui étaient présents et qui étaient également disponibles. Alors par contre, il y a des choses que Trump a fait, qu'il avait dit faire et qu'il a fait, c'est le retrait de l'UNESCO, dénoncer l'accord climat de Paris, l'accord de Paris sur le protéger le climat, casser l'accord nucléaire iranien, bouger l'ambassade israélienne de Tel Aviv à Jérusalem, et là, il a tenu parole. Et donc, là aussi, ça fait bouger les lignes, mais plus dans un sens, disons, un peu confrontatif également. Mais on voit, quand on regarde la politique étrangère de Trump, il y a, et c'est vrai que trop souvent, dans les médias, dans les commentaires, on a tendance à rire de lui. On a tendance à trouver facile de se moquer de lui, parce que c'est vrai que c'est un personnage fantasque qui sort des schémas traditionnels, y compris des présidents américains qui n'ont pas toujours été engoncés dans des modèles. On a eu des présidents américains qui sortaient de l'ordinaire quand même. Mais Trump il est extraordinairement sorti de l'ordinaire. Et donc, on a un peu tendance à se moquer gentiment de lui, ce qui est une erreur, parce que Trump était sérieux. Et lorsque l'on dit que Trump est irrationnel, fou, non, il a sa rationalité, qui n'est pas la nôtre, mais il a sa rationalité, et elle est vraiment très cohérente. En fait, Trump fait la politique de ses électeurs. Alors, c'est le cas dans tous les pays. Aucun dirigeant international, aucun dirigeant national ne détermine sa politique étrangère sans tenir compte des réactions de sa propre opinion, éventuellement d'ailleurs des opinions des autres pays. Alors Trump, lui, ne tient en aucun cas compte de l'opinion des autres pays, et il tient compte non pas de l'opinion américaine, il tient compte des gens qui ont voté pour lui. Et donc, toute décision qu'il prend en politique étrangère est finalement horrifie souvent les experts. La plupart des experts internationaux, qu'ils soient néoconservateurs ou libéraux d'ailleurs, peu importe, la plupart d'entre eux ont critiqué la plupart des mesures prises par Trump, mais en même temps, il le fait parce qu'il sait que ses électeurs, eux, en sont ravis. Dénoncer, sortir de l'UNESCO, pour ceux qui ont voté pour Trump, l'UNESCO est une organisation inutile qui coûte des milliards. La participation américaine était de 100 millions de dollars par an, donc très nettement en dessous de ce qu'ils imaginent, et qui va permettre des programmes tout à fait inconsistants pour aider des gens qui ne seront jamais reconnaissants aux États-Unis, et on ferait mieux de dépenser l'argent aux États-Unis. Bouger l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'est pas tellement pour l'AIPAC qu'il l'a fait, plutôt que pour les chrétiens évangélistes, ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui pensent que ce qui est dans la Bible est littéralement exact, et que donc il faut vraiment que, si l'on veut que le Messie revienne sur terre, que les Hébreux disposent des terres que Dieu leur a données dans la Bible, et que donc c'est un peu difficile de trouver un accord de paix pour cela. Casser l'accord nucléaire iranien, alors là, ça ravit ses électeurs, parce que dans la plupart, dans l'Amérique profonde, le choc de 1979, la prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran et les discours incendiaires des différents
dirigeants iraniens sont restés en mémoire. Il y a une véritable détestation du régime iranien. Et donc lui faire rendre gorge et vouloir le faire chuter en l'asséchant économiquement est quelque chose qui est populaire. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment populaire pour ceux qui ont voté pour lui. Et puis, la deuxième cohérence de Trump, c'est qu'il veut finalement à la fois quitter le reste du monde tout en augmentant les dépenses militaires, tout en faisant en sorte que les dépenses militaires américaines non seulement augmentent, mais également que les achats d'armes aux États-Unis augmentent, parce que ce sont des emplois non délocalisables et qui sont très bien répartis dans le pays. Et donc, lorsqu'il y a des tensions au Proche-Orient, eh bien, et quand il y a là un blocus de l'Arabie saoudite à l'égard du Qatar, sur lequel Trump ne veut pas trop agir, et les Saoudiens et les Qataris achètent des armes aux États-Unis pour avoir une réassurance. Lorsqu'il fait peur aux pays de l'OTAN de quitter l'OTAN ou d'en prendre des distances, les pays européens augmentent leurs dépenses militaires. Et quand il y a des menaces en Asie, et la Corée du Sud et le Japon augmentent leurs dépenses militaires et viennent acheter des armes aux États-Unis. Et donc, il ne faut pas se moquer de Trump, parce que, d'une part, il est là pour longtemps. Rien n'exclut qu'il soit réélu en 2020. Il peut se passer beaucoup de choses, aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan politique, mais dire que c'est un mauvais moment à passer et qu'on reviendra aux choses sérieuses comme avant est une double erreur. La première, c'est que le moment peut être long et qu'on peut très bien l'avoir. On ne peut pas exclure le fait qu'il soit au pouvoir jusqu'en 2024, premièrement. Et deuxièmement, il n'est pas certain qu'il y ait un paradis perdu de présidents américains multilatéralistes. Trump a poussé jusqu'à son maximum la dérive unilatéraliste, mais il ne l'a pas créée. Il ne l'a pas créée. Et disons que depuis déjà assez longtemps et de façon plus accentuée depuis la fin de la guerre froide, depuis la disparition du défi soviétique qui obligeait les Américains à tenir compte de certaines alliances, eh bien on peut dire que, quels que soient les présidents, Clinton, Bush fils, Obama, eh bien, la stratégie de ce que Stephen Walt, dans son dernier livre « L'enfer des bonnes intentions », qualifie d'hégémonie libérale, le fait que les Américains ont pour mission d'exporter la démocratie dans le reste du monde, fût-ce par la force, et en tous les cas d'imposer pour leur propre volonté au reste du monde, parce que c'est positif pour le reste du monde et c'est positif pour les États-Unis, et de la même façon que ce qui est bon pour la General Motors, c'est bon pour les États-Unis, eh bien ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le reste du monde. Eh bien cette doctrine de l'hégémonie libérale avec laquelle Trump veut rompre, mais de façon plus maladroite, eh bien existait déjà. Et puisque l'on parle de menaces qui sont faites, il ne faut pas oublier que c'est lorsque Barack Obama, censé être multilatéraliste, était président, que le département de la justice américaine a condamné la BNP à 9 milliards d'amende pour avoir commercé avec le Soudan et l'Iran. Et que c'est aussi pendant que Obama était président que General Electric, que Alstom, pris dans une masse de menaces judiciaires, a payé une amende et a été racheté par General Electric, et que donc un fleuron de l'industrie française est parti de l'autre côté. Et il ne faut pas non plus oublier, et dans le livre de mémoire qu'il vient de publier, Yves Aubin-Lamessusière, qui était à l'époque ambassadeur en Irak, le rappelle, c'est dès 1998 que les États-Unis ont bombardé l'Irak, avant même la guerre de 2003, en faisant semblant de croire et de faire croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, alors que les inspections internationales ne le prouvaient pas. Donc on ne peut pas opposer un Trump qui serait brutalement, violemment et stupidement unilatéraliste à un paradis perdu de présidents américains multilatéralistes. Il y a toujours eu, dans tous les pays, mais encore plus aux États-Unis que dans d'autres pays, un mélange d'unilatéralisme et de multilatéralisme. D'ailleurs, c'est Madeleine Albright qui avait dit, Barack Obama qui avait dit « multilatéraliste si nous pouvons, unilatéraliste si nous devons ». Ce qui n'est pas tout à fait la bonne définition du multilatéralisme. Ça veut dire que si ça nous embête de faire du multilatéralisme, on passe à la case unilatéraliste, donc c'est en fait de l'unitarisme au choix. Donc il n'y a pas ce paradis perdu, et donc bien peut-être est-il temps effectivement, à l'inverse, de profiter finalement des insultes que Trump nous envoie à intervalles réguliers pour dire peut-être est-il temps d'aller vers l'autonomie stratégique européenne. Et cette autonomie stratégique européenne, elle a une longue histoire d'espoir déçu, en fait, mais peut-être que Trump nous donne le réveil pour le faire, le réveil qu'il faut, et peut-être que ce double défi qu'est le Brexit
et l'élection de Trump qui sont arrivées à peu près en même temps nous poussent peut-être à redistribuer les cartes et à voir les choses d'un œil différent que du monde dans lequel on était habitué. Mais il est vrai qu'on est pris dans un modèle de pensée qui date depuis longtemps et qu'on a du mal à revoir. Alors, le monde occidental, évidemment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions pas d'alternative. Il y avait une menace soviétique qui était réelle, et d'ailleurs, les pays qui ont été libérés par l'armée rouge ont assez vite senti l'étau de l'oppression. Staline avait annoncé la couleur. Cette guerre n'est pas une guerre comme les autres, chacun avance son armée aussi loin qu'il peut, et chacun impose son régime politique là où son armée est présente. Heureusement, tous les pays européens, vainqueurs ou vaincus de la Seconde Guerre mondiale, n'avaient pas les moyens de la souveraineté, n'avaient pas les moyens de se procurer une défense, et il n'y avait que les Américains qui pouvaient nous défendre, et qui en plus nous ont aidés à nous reconstruire par le plan Marshall, qui a tellement bien marché que ça reste la référence univoque de tout effort de reconstruction. Si quelque chose va mal, on va tout de suite proposer de faire un plan Marshall pour que ça aille mieux, ce qui est dire quand même que ce plan avait bien fonctionné. Et grâce à l'aide américaine, et grâce à la protection américaine, l'Europe a pris son essor, s'est reconstruite, et s'est lancée dans les 30 glorieuses qui l'ont amenée à la prospérité qui était la sienne. Ce qui fait qu'au tournant des années 60, le général de Gaulle, arrivé au pouvoir, veut sortir de cela, parce qu'effectivement, l'Europe, grâce à l'aide américaine, s'est reconstruite. Les Américains nous reprochent d'ailleurs de devenir des concurrents économiques. Il y a le sénateur Mansfield qui propose, comme Trump va le faire, si vous ne payez pas plus pour votre sécurité, on retire nos troupes d'Europe. C'est un amendement que le sénateur Mansfield déposait chaque année devant le Sénat américain. Mais les pays européens ont choisi de conserver cette dépendance, parce que finalement, ils se méfiaient de la France. Et que, comme l'a dit le chancelier Erhardt, je préfère un gros boom américain qu'un petit boom français. Parce que la France n'avait peut-être pas les moyens de garantir la sécurité des pays européens. Et que l'URSS était toujours là. Et que finalement, pour les pays européens, une protection extérieure lointaine, pour des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, une protection extérieure lointaine est meilleure qu'une protection européenne trop proche. Et que ça permettait, et pour l'Allemagne, c'était pratique parce que c'était une façon de s'auto-assurer contre soi-même, contre un retour d'une puissance dont elle avait fait mauvais usage à 2 fois au cours du siècle. Donc finalement, on s'est dit, eh bien non, il faut finalement continuer comme cela, et on a les moyens, mais finalement, toute dépendance crée des habitudes, qu'elles soient à la cigarette, au crack ou au chocolat blanc. Et nous étions habitués à une dépendance de sécurité à l'égard des Américains. Et effectivement, les premières doses ont été gratuites. C'est ensuite, par la suite, que les Américains ont commencé à poser des conditions politiques en disant notre sécurité se monnaie. Et s'il y a des désaccords, eh bien non, nous sommes quand même là pour vous protéger. Et donc, désolé, messieurs les Européens, il faut aller dans notre sens. Et finalement, lorsque l'Union soviétique a implosé et a disparu, eh bien, Mitterrand avait essayé, en se mettant dans les foulées de De Gaulle, là aussi de parler d'autonomie stratégique européenne dont il avait essayé dans les années 80 de la mettre en place. Mais finalement, les pays européens se sont dit le monde est incertain, il peut y avoir une résurgence de la menace russe, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Les pays de l'Est étaient, eux, candidats à adhérer à l'OTAN, et les Américains se sont dit mais l'OTAN, c'est quand même notre seule façon d'être européens. L'OTAN nous donne, l'OTAN qui ne coûte pas si cher, l'OTAN qui coûte très peu cher aux Américains par rapport aux avantages politiques et commerciaux que cela apporte, le calcul coût-efficacité est vraiment fantastique pour les États-Unis, il a dit non, on reste. Et lorsque, dans la conférence de presse de novembre 91, suite au sommet de l'OTAN, je publie les notes manuscrites de Mitterrand dans mon livre, Mitterrand avait donné à Jean Musetelli, qui était son porte-parole, une instruction très nette de dire il ne faut pas élargir l'OTAN, parce que ça va crisper la Russie. Et c'était une des conditions que Mitterrand mettait. Et donc, effectivement, mais les Américains ont voulu que l'OTAN survive. Les pays européens l'ont accepté parce qu'effectivement, il y avait un monde d'incertitude. Et c'est un peu l'exemple historique d'une alliance militaire qui survit à la menace qui a suscité sa création. Et l'OTAN, en fait, à l'époque, s'est trouvé dans la situation d'un industriel dont le produit ne rencontre plus les faveurs du marché. L'industriel OTAN, il faisait quoi? Il faisait protection des pays membres. C'était un produit sûr, bien connu, etc. Et tout d'un coup, s'il n'y a plus de menace soviétique, on ne sait plus trop à quoi ça peut servir. Il faut quand même redéfinir le produit. Un industriel dont le produit ne rencontre plus les besoins du marché a le choix entre 3 options. Fermer boutique,
les gens qui étaient à l'OTAN n'avaient pas, et aucune structure n'a envie de se suicider, et encore moins les gens qui y vivent et qui y travaillent, et les Américains encore moins. Et donc, si vous ne fermez pas boutique, il vous reste deux solutions. Tuer la concurrence en élargissant vos parts de marché sur un marché en récession. Tuer la concurrence, ça veut dire mettre fin à l'UO, l'Union d'Europe occidentale, qui était le seul organisme purement européen compétent en matière de défense, ne faire en sorte que l'OSCE ne prenne pas son envol et ne devienne pas cet organisme pan-européen de sécurité, et faire en sorte que l'ONU également, malgré les différents plans, notamment de Boutros-Boutros-Ghali, ne vienne pas non plus occuper un espace dans la sécurité collective trop fort. Parce que l'ONU avait pour la première fois joué son rôle en 90-91 dans la guerre du Golfe, qui n'avait pas du tout les conséquences négatives de celle directe de 2003, parce que pour la première fois, Gorbatchev voulant créer un nouvel ordre mondial, un pays qui avait violé le droit international, bien qu'il soit allié à l'une des deux superpuissances, avait été sanctionné par une opération qui n'était pas une opération de force, mais de police internationale par rapport à un violateur. Et donc chacun se disait, formidable, l'ONU n'a pas pu jouer son rôle parce qu'elle a été brisée par les divisions de la guerre froide. Ces divisions prenant fin, eh bien, on peut revenir aux rêves des fondateurs et d'avoir une sécurité réellement collective. Mais à cette époque, les États-Unis ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs de ce nouvel ordre mondial. Et donc, sans s'en rendre compte, ou de façon consciente, mais en tous les cas, ils se sont dirigés vers un monde unipolaire et ils ont tout fait en pensant que la Russie est un pays qui avait perdu la guerre froide, que c'est donc un pays vaincu auquel on pouvait imposer des conditions. Ce qui a été le cas pendant toutes les années 90. Parce que pendant les années 90, sous la conduite titubante de Boris Eltsine, la Russie a connu un déclin prodigieux. La moitié du PIB a été effacée. Le PIB russe en 2000 est à la moitié de ce qu'il était en 91. La production agricole a reculé de 40%. Et donc, les Américains pensaient qu'il n'y avait plus personne en face d'eux. Donc, on a élargi l'OTAN, alors qu'on avait promis à Gorbatchev, lors de la réunification allemande, qu'il n'en serait rien. Les Américains ont insisté pour faire le système de défense antimissile qui, dans les années 90, était justifié par la menace coréenne, puis nord-coréenne, puis iranienne, puis de nouveau nord-coréenne, alors que pour la Russie, cet accord qui venait mettre en cause l'accord SALT I de 72, le symbole même de la détente, eh bien, était l'accord qui garantissait une parité nucléaire et la survie de la dissuasion russe par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis ont été jusqu'à dénoncer cet accord SALT I dans son volet défensif en 2001. Il n'y a que deux pays qui ont... c'est légal. Les États-Unis avaient le droit de dénoncer ce traité. Tous les traités d'arms control ont une clause dite de dénonciation où on peut dire que pour des questions de souveraineté, on dénonce un traité parce que des événements extraordinaires en liaison avec l'objet du traité sont survenus qui mettent en cause la sécurité. Deux pays seulement ont fait jouer cette clause, les États-Unis pour le traité ABM et la Corée du Nord pour le TNP, ce qui montre un voisinage quand même un petit peu curieux. Sauf que la Russie, dans les années 2000, a refait sa santé économique. Elle était dirigée par quelqu'un d'un peu plus énergique que Boris Yeltsin. Le cours du pétrole, qui est la source majeure de ressources de la Russie, est revenu, et que la Russie, depuis, a une politique confrontative avec les États-Unis, et qu'elle n'a accepté ni le déploiement de systèmes antimissile, ni l'élargissement de l'OTAN, ni la guerre du Kosovo, qui était contre un pays qui était son allié. Mais pour revenir à cette notion de monde occidental, eh bien, finalement, le paradoxe de Trump, c'est quoi? C'est que si l'on prend la dénonciation de l'accord nucléaire iranien, qu'on a mis 12 ans à négocier, qui satisfaisait tout le monde, sauf Israël, l'Arabie saoudite et les néoconservateurs américains. Et Trump, qui n'est pas un néoconservateur, parce qu'il est dans une famille différente. Cet accord a mis 12 ans à être négocié, et donc Obama l'a signé, et les Américains ont trouvé que c'était un bon accord, parce qu'il avait l'immense mérite d'éviter deux dangers majeurs. Un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Donc on évitait deux scénarios catastrophes. Pour cela, tout le monde s'en félicitait. Trump le dénonce, ce qui est déjà problématique par rapport à la stabilité et la sécurité dans une des régions qui est la plus volatile, la plus dangereuse en termes de sécurité. Parce qu'on voit très bien
que s'il y avait un affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et pire encore entre l'Iran et Israël, toutes les conséquences négatives de la guerre d'Irak de 2003 seraient bien supérieures encore que celles qu'on a vues. Donc on voit que c'est extrêmement dangereux et qu'on a plutôt intérêt à calmer les jeux et de jouer dans le régime iranien sur ceux qui veulent un dialogue avec les Occidentaux, plutôt que de laisser de l'espace à ceux qui ne veulent pas de dialogue avec les Occidentaux. Et le président Rouhani, finalement, avait emporté la partie par rapport au passe d'Aran, par rapport aux durs du régime, en allant vers les Occidentaux. Maintenant, les durs du régime lui disent quoi? Tu vois, ta tentative de rapprochement avec les Occidentaux, elle a échoué, parce que ça ne peut pas marcher, et que seule une confrontation avec les Occidentaux est envisageable. Bon, mais non seulement donc cette dénonciation d'un accord est problématique parce qu'il amène plus de danger dans une zone qui n'en manque pas, mais pire encore, c'est que Trump veut établir des règles pour empêcher les pays qui voudraient continuer à commercer avec l'Iran de le faire. Ce qui fait que Total, Air France et Peugeot, pour ne citer que 3 exemples, pour se protéger contre des sanctions américaines, ont quitté un marché iranien, certes moins important que le marché américain, mais néanmoins prometteur. Alors que le gouvernement français continue à dire il nous faut cet accord était bon, et on doit continuer à conserver un lien avec l'Iran pour que justement l'Iran ne tombe pas dans un chaos destructeur qui n'est jamais très bon. Et donc là, bien finalement, ce que fait Trump aujourd'hui, en interdisant, alors il a après fait les exceptions. Certains pays, dont l'Italie, peuvent continuer à commercer avec l'Iran, dont la Chine et dont l'Inde, mais pas la France, pas l'Allemagne. Donc ce défi que Trump pose, c'est un défi majeur à notre souveraineté. Parce que, si on regarde dans l'histoire, aucun président américain n'a imposé une telle règle aux alliés européens. Au début des années 80, avec Reagan et du temps de la guerre froide, avec Brejnev au pouvoir, Français et Allemands et Européens voulaient construire un gazoduc qui venait de l'Union soviétique. Les Américains s'y sont opposés. Les Français et les Allemands ont dit on continue. On continue parce que c'est notre intérêt. On est alliés, mais notre intérêt est plutôt de continuer. Les Américains, finalement, ils se sont rangés à la vie européenne. Ils ne sont pas lancés dans un conflit avec les Européens parce qu'en même temps, ils avaient besoin des Européens dans le combat général de la guerre froide contre l'Union soviétique. Et donc, on voit là que Trump, à l'heure où les pays européens n'ont plus réellement besoin de la protection américaine, Trump veut imposer plus de conditions aux Européens au nom de la protection qu'il leur accorde que l'on en avait de conditions du temps de la guerre froide, où là, il y avait un réel besoin de la garantie américaine. Donc la protection américaine est moindre, moins nécessaire, et les exigences des États-Unis en échange de cette protection sont sans commune mesure plus importantes. Alors je sais que certains vont dire, mais si la Russie est toujours une menace, la Russie est un défi. Et je ne confonds pas le régime politique russe avec le régime politique américain. Évidemment, il vaut mieux être opposant à Trump qu'opposant à Poutine. Évidemment, la justice américaine est plus indépendante que la justice russe. Évidemment, l'état des libertés publiques est nettement préférable aux États-Unis qu'en Russie. Donc là, je ne porte pas un jugement sur le système politique russe. Mais quand on regarde plus sérieusement les choses, bien sûr, il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie, qui est illégale, parce que le référendum qui a été organisé l'a été sans l'avis de Kiev et a été sous contrôle de l'armée russe, même si le résultat aurait été le même sans cela. Mais donc oui, effectivement, il y a eu un acte international illégal, une annexion illégale faite par la Russie. Mais la Crimée est plus en fait une exception qu'un précédent, parce que la Crimée avait été donnée par Khrouchtchev de la Russie à l'Ukraine dans des frontières internes de l'Union soviétique, donc cela ne signifie rien. La population de la Crimée, elle est russe et russophone. Il y avait la base de Sébastopol, et quand la Russie et l'Ukraine ont proclamé leur indépendance en décembre 1991, Kravchuk, le président ukrainien, avait dit à Boris Yeltsin, on a ce problème de la Crimée et qu'il faut régler entre la base de Sébastopol et le problème de la Crimée, qu'il faut régler parce que les conditions changent. Boris Yeltsin était tellement pressé d'être à la tête d'un État indépendant qu'il avait dit on verra ça plus tard. Tant que l'Ukraine et la Russie étaient dans une alliance politique et stratégique, il n'y avait pas de problème. Une fois qu'ils deviennent plus dans ce type d'alliance, cela pose d'autres problèmes. Donc, une fois encore, je reconnais que l'annexion de la Crimée est illégale.
Mais pour le reste, est-ce qu'il y a une menace que la Russie fonce sur la Pologne ou sur les pays baltes? Non. Pourquoi? Mais c'est simplement... Et là, je ne parle pas des intentions de Poutine, je parle de ses moyens. Poutine, en plus, on lui fait beaucoup de reproches, mais on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas être réaliste. Il est cynique, brutal, tout ce que vous voulez, il est réaliste. On dit toujours qu'il veut recréer l'Union soviétique parce qu'il a déclaré un jour que la plus grave catastrophe géopolitique du XXe siècle était la disparition de l'Union soviétique. Oui, parce qu'il y voyait une nostalgie d'équilibre des forces. Mais il a également dit que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Et je ne sais pas si Poutine a un gros cœur, mais en tous les cas, il a une tête et il n'a pas l'espoir de recréer l'Union soviétique. Mais il n'a pas les moyens d'interférer, d'envahir la Pologne, parce que ses dépenses militaires sont de 60 milliards de dollars, que les dépenses militaires américaines sont de 720 milliards de dollars, et que les dépenses des pays européens de l'OTAN est de 250 milliards de dollars. Donc la fable de la menace militaire russe, je ne parle pas du défi politique de la Russie, comme défi géostratégique qui est posé à l'Europe, mais la menace militaire russe qui voudrait qu'on ait toujours aujourd'hui besoin d'une protection forte des Américains pour empêcher les chars russes de venir dans les plaines allemandes, sur la place de la Concorde ou à Varsovie, c'est simplement de la propagande, c'est simplement la répétition de quelque chose qui, une fois encore, n'a pas de réalité. Il ne s'agit pas de tester les intentions de Poutine, il s'agit de voir les réalités. Et donc, on est un peu dans une sorte de conte où on grossit la menace pour pouvoir maintenir cette dépendance. Mais une fois encore, quand on regarde les choses de façon conséquente, eh bien, on voit qu'on n'a pas besoin de cette dépendance et que, quelque part, le roi est nu, parce que non seulement Trump n'est pas sûr de garantir notre sécurité, mais qu'on n'a pas besoin d'une protection militaire, et qu'aujourd'hui, Trump, sur bien des dossiers, est plus un facteur d'insécurité que de sécurité. Il est plus un facteur d'insécurité de par la gestion hasardeuse de l'accord avec la Corée du Nord, où de façon quand même, pour le moins curieuse, il traite de façon plus aimable Kim Jong-un que Angela Merkel, Justin Trudeau ou même Emmanuel Macron. Sauf qu'on va bien voir la vérité, c'est que Donald Trump, vous avez certainement tous vu cette scène, prenant au téléphone un enfant de 7 ans, s'étonne qu'il croit encore au Père Noël, en disant que c'est marginal à son âge de croire au Père Noël. Mais croire au Père Noël à l'âge de Trump, c'est encore plus marginal. Et si Trump pense que Kim Jong-un va réellement renoncer aux armes nucléaires, alors là, il croit au Père Noël, parce que c'est la garantie de la survie du régime nord-coréen, et que si en plus Bolton fait un parallèle entre la Libye et la Corée du Nord, les dirigeants nord-coréens savent très bien que si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu des armes nucléaires, ils seraient probablement, si Dieu leur avait prêté santé et vie, ils seraient encore vivants et au pouvoir. Et que donc la Corée du Nord ne lâchera jamais l'arme nucléaire. Donc là, on arrive le moment de vérité où on va voir que Trump a cassé un accord nucléaire iranien qui était sérieux et solide pour mettre en avant un accord nord-coréen dont on va bien s'apercevoir un jour ou l'autre qu'il n'est pas sur des fondements solides, même s'il est préférable qu'il y ait un sommet Trump-Kim Jong-un et un accord plutôt que les invectives que l'on voyait en 2017. Mais en fait, la situation ne change pas. Il y a en Corée, entre les deux Corées, c'est ni paix ni guerre. Il n'y a pas de guerre possible parce que ça serait la destruction de la Corée du Nord et que Kim Jong-un, ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir, pas réunifier par la force la Corée. Et en même temps, comme il a l'arme nucléaire, aucun pays, même adversaire de lui, n'ira l'attaquer. Donc Trump, il est aujourd'hui plus porteur d'insécurité que de sécurité dans le Golfe, en Europe, etc. Et surtout, il veut nous imposer des conditions qui sont attentatoires à notre souveraineté et qu'on doit pouvoir finalement refuser. Pourquoi ne le fait-on pas plus que cela? Parce qu'on est dans une structure de pensée qui est alimentée parce qu'une fois encore, la dépendance crée des habitudes et que les habitudes créent des réflexes. Et que, eh bien, on a du mal à réaliser que les temps ont changé. Autant il y a des gens qui ont eu du mal à réaliser que Trump pouvait gagner les élections et qu'il les a gagnées, autant on a du mal à réaliser qu'on est peut-être passé à une phase différente de l'histoire où le parapluie américain n'est plus utile. Dans un livre que je pense beaucoup d'entre vous ont lu, Homo Deus, Yuval Harari raconte prend l'exemple d'un chevalier anglais du début du XIIIe siècle, John, qui part aux croisades. Il part aux croisades parce que il n'y a pas pour lui d'alternative au fait de partir en croisade. Dans le château où il habite, il y a le portrait de son grand-père qui est mort
dans les précédentes croisades. Et John sait que son grand-père est parti directement au ciel parce qu'il est mort dans les croisades. Que son père l'encourage à partir en lui disant que si lui-même pouvait, il le ferait avec grand plaisir, mais que son âge l'empêche. À l'Église, l'homme le plus savant qu'il connaisse, le prêtre, lui dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église et ce qu'elle dit, et dans tous les vitraux, il y a des chevaliers qui trucident des sarrasins, etc. Et que même son ennemi, son rival, le baron d'en face, vient le voir pour le féliciter chaleureusement de partir aux croisades. Et quand il part, les plus belles filles célèbrent ses louanges, alors que les ménestrels qui passaient régulièrement au château pour distraire un peu les seigneurs, eux également chantaient les louanges du croisade. Et partant, il y a d'autres chevaliers qui viennent d'Angleterre et d'autres chevaliers qui viennent d'autres pays qui partent aux croisades. Comment penser ne pas partir aux croisades? Et conclut Yuval Harari, John est tombé dans le piège de la toile civilisationnelle. Eh bien, nous sommes dans le piège de la toile civilisationnelle occidentale, en pensant qu'il y a un modèle unique de monde occidental qui serait supérieur aux autres et qui nous oblige à un comportement. Et comme ce sont les États-Unis qui sont les maîtres du monde occidental, nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas couper les ponts avec lui. Et cela, alors il n'y a plus de ménestrel et il n'y a plus, etc., mais c'est vrai que le débat stratégique, il est quand même fortement influencé par les États-Unis. Quand on me parle des réseaux russes en France, mais qui regarde Russia Today au nombre de personnes qui regardent les canaux, quand on voit la force des think tanks américains qui donnent le là, les universités américaines, les programmes German Marshall Fund, Young Leader, etc., l'ensemble des programmes, on voit bien que le débat stratégique américain, que la force du soft power américain, sans parler d'Hollywood, sans parler de tout cela, l'attractivité des universités américaines, eh bien, le débat stratégique, il est beaucoup plus influencé par les États-Unis que par la Russie en Europe. Les think tanks ont beaucoup plus de partenariats avec les think tanks américains qui, une fois encore, ont été pendant très longtemps ceux qui donnaient la tendance, ceux qui, en vous admettant, récompensaient et qui, en fait, les gens on résiste toujours moins, bien sûr, à la flatterie qu'à la torture. Et donc, le fait d'être accepté dans un think tank américain était un gage de reconnaissance professionnelle qui nous rendait, finalement, dépendants intellectuellement de tout cela. Pour donner juste un exemple du soft power américain, je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent de cette chanson de Michel Sardou, qui était à l'époque le chanteur le plus populaire en France, Si les ricains. Si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Si on avait dit à Michel Sardou qu'il faisait de la géopolitique, il aurait été étonné. Mais en fait, il faisait une critique en règle de la politique du général de Gaulle dans une chanson qui mettait en avant la non-reconnaissance, l'ingratitude des Français à l'égard des États-Unis pour ne pas reconnaître à l'apport des Américains à la libération du nazisme. Mais dans ce cas-là, il fallait devenir communiste, parce que l'Union soviétique a aussi largement contribué à la bataille contre le nazisme. Et d'ailleurs, de façon très significative, le pourcentage des gens qui attribuaient à l'URSS le mérite principal de la guerre contre le nazisme à l'Union soviétique était bien plus important en 1945-1946 que dans les années 60-70, où là, c'était les États-Unis qui apparaissaient en tête. Donc, effectivement, on est dans ce monde civilisationnel occidental qui, en plus, n'a pas toujours été aussi vertueux qu'il le dit. Parce que durant la guerre froide, on a quand même soutenu l'apartheid en Afrique du Sud, Mobutu en RDC, Pinochet au Chili, au nom de la lutte pour la démocratie, ce qui est pour le moins paradoxal. Donc le monde occidental en tant que tel n'a pas eu que des vertus, il a eu aussi, il a ses heures de gloire bien sûr, mais il y a eu quand même quelques manquements, et c'est cela qui pouvait poser problème. Mais aujourd'hui, on voit finalement que nous avons avec les États-Unis des points d'accord. Ils sont moins nombreux avec Trump qu'avec Obama, mais ils n'étaient pas non plus complets et généraux sous Obama, mais on a surtout des points de désaccord. Et ils sont plus importants, effectivement, ces points de désaccord avec Trump qu'avec Obama. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a les valeurs, démocratie, liberté, etc. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Trump, dans ses alliances, dans sa réaction à l'assassinat de Jamal Khashoggi, dans son lien avec Kim Jong-un, etc., ne porte pas aussi loin que cela ses valeurs. Mais surtout, il y a, et que très souvent, on proclame ces valeurs pour s'arranger avec. Et la liste des États voyous qui avait été faite dans les années 90 par Madeleine Albright contenait certes des pays qui n'étaient pas très sympathiques, mais il y avait des pays qui n'étaient pas plus sympathiques que cela, mais qui n'étaient pas les rivaux stratégiques des États-Unis. Donc les États dits voyous étaient ceux qui étaient plutôt en rivalité avec les États-Unis. Mais il y a une valeur essentielle qui sépare l'Europe des États-Unis
et qui le sépare d'autant plus maintenant, c'est le multilatéralisme. L'Europe a dans son ADN stratégique et politique le multilatéralisme, parce qu'on était construit comme cela. On a été construit en réaction à ces violations. Et donc, parfois, effectivement, on prend du temps pour négocier, mais le multilatéralisme est une vertu cardinale et une valeur fondamentale de l'Europe. Aujourd'hui, les États-Unis s'en éloignent à grands pas, et une fois encore, sans l'avoir inventé, Trump pousse à son paroxysme une politique unilatérale. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en désaccord total avec les États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une autre politique avec eux, mais ne serait-ce que pour garder un lien avec ceux qui regrettent ce défaut de multilatéralisme, eh bien, il est temps de dire à Trump qu'on ne peut plus le suivre et qu'on va développer une politique qui est un peu différente. Et que selon les dossiers, selon les sujets, eh bien, on peut créer un multilatéralisme à la carte où il peut y avoir des alliances avec d'autres pays. Je pense au Canada, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Australie, mais aussi certains pays africains, mais parfois sur des dossiers ponctuels avec la Chine et la Russie. Et une fois encore, quand je dis cela, je ne dis pas que le modèle chinois ou russe est un modèle pour moi sur le plan politique, mais quand De Gaulle reconnaît la Chine en 1964, eh bien, il vaut mieux être chinois aujourd'hui que chinois quand De Gaulle la reconnaît. Mais pourquoi De Gaulle reconnaît la Chine en 1964 ? Parce que, un, c'est un réaliste, et que, deux, il sait que ça peut servir l'intérêt national français parce que ça élargit les marges de manœuvre de la France. Or, aujourd'hui, on est dans une sorte de somnambulisme stratégique en disant qu'il n'y a pas de salut en dehors de suivre les États-Unis au moment où, un, ils prennent une direction sur bien des points qui est contraire à la nôtre, et deux, on n'a pas réellement besoin de leur protection, et on peut même dire que, par certains moments, ils contribuent finalement à aggraver le mal. Finalement, pour beaucoup à l'OTAN, la sécurité, c'est un horizon qui s'éloigne dès qu'on s'en approche, parce que, effectivement, élargir l'OTAN, et l'inventeur du concept d'endiguement, George Kennan, l'avait dit, l'élargissement de l'OTAN était une erreur fantastique parce que ça ne pouvait que crisper la Russie. Alors bien sûr, la Russie a parfois un comportement paranoïaque, mais même les paranoïaques ont des ennemis, et que, en tous les cas, il était peut-être inutile de faire cela. Ça a aussi d'ailleurs un inconvénient sur le plan stratégique, c'est que l'on pousse la Russie dans les bras des Chinois, comme on pousse l'Iran dans les bras des Chinois. Est-ce que c'est notre intérêt à long terme ? Donc la notion du monde occidental, elle n'est pas complètement dépassée, elle a ses vertus, mais elle ne doit pas être un rayon paralysant pour la réflexion et pour l'action qui nous empêche d'agir de façon différente, qui nous oblige à suivre comme de façon moutonnière et somnambulique un leader qui, une fois encore, s'écarte de nos intérêts. Il faut que l'Europe voie ses intérêts. Ils sont parfois compatibles et conformes aux intérêts américains, ils sont parfois incompatibles. Et donc, l'autonomie stratégique européenne, elle n'est pas faite pour avoir une relation antagoniste avec les États-Unis. Elle est faite pour avoir une relation de non-dépendance, d'indépendance. L'autonomie, c'est l'inverse de la dépendance. Donc, il faut rompre avec cette dépendance culturelle, historique, à laquelle on est habitué depuis 1945, qui a eu sa période obligatoire, qui a parfois eu quelques loupés. Et si l'on veut avoir une relation plus saine avec les États-Unis et que ceux-ci nous respectent plus, eh bien, il faut changer la donne. Parce qu'on ne sera pas respecté par Trump si nous obéissons à l'ensemble de ses désirs, de ses politiques de façon moutonnière. Il va dire simplement « j'ai raison ». Le slogan de Trump, c'est « Make America Great Again ». Disant cela, quelque part, il admet que les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'ils n'étaient. Sinon, il ne serait pas nécessaire de rendre sa grandeur aux États-Unis. Et quelque part, dans leurs différences, lui et Obama avaient le constat commun. Les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde. Obama avait une réponse, dirais, un peu plus ouverte au monde extérieur. Trump a une réponse complètement fermée au monde extérieur. Mais les deux voulaient dire qu'ils n'avaient plus les moyens d'être gendarmes du monde. Mais si nous cédons sur l'Iran, demain, ça sera quoi ? Demain, les Américains vont dire « Eh bien, non, le gazoduc ne doit pas passer par là ». Ce qu'ils essayent de faire, de nouveau. On a résisté en 80, alors qu'il y a une menace soviétique, et on ne résisterait pas en 2019, pardon. Ça serait pour le moins paradoxal. Parce qu'effectivement, si nous cédons à chaque fois, les demandes de Trump eh bien, seront de plus en plus fortes, et on abandonnera ceux qui veulent jouer une carte plus ouverte du côté des États-Unis. Donc on a besoin de cela. Qui peut le faire en Europe ? Là, évidemment, la question est plus difficile. La France, bon, le président français est affaibli sur le plan intérieur aujourd'hui. C'est un passage.
ce n'est pas structurel, en tous les cas, ça n'empêche pas, ça n'interdit pas qu'il puisse rebondir sur la scène internationale. C'est évidemment au niveau franco-allemand qu'il peut y avoir une réponse. Parce que les Allemands sont eux aussi horrifiés par la politique de Trump. Et que, rappelez-vous, l'opposition que nous avons eue à la guerre d'Irak en 2003, on l'a pu l'avoir aussi avec le fort soutien de l'Allemagne. L'Allemagne n'aurait pas pu seule lancer l'opposition. Et la France devait être en tête. Mais sans le soutien allemand, nous aurions été plus isolés. En Europe, il y a ces deux pays qui peuvent lancer quelque chose. Pour l'instant, les Allemands sont horrifiés par la politique de Trump et ils ont la grande crainte de voir des sanctions américaines, les exportations de Mercedes être renchéries, donc être gênées, etc. La tâche essentielle aujourd'hui à laquelle les Français doivent se consacrer, c'est de convaincre les Allemands que leur intérêt à long terme n'est pas d'obéir à Trump, mais de travailler à l'autonomie stratégique européenne qui est à portée de main, parce que le prix de l'autonomie n'est pas aussi fort et les menaces que nous avons à lutter contre ne sont pas aussi massives que cela. Et puis, à partir du couple franco-allemand, d'autres pays peuvent venir. L'Italie, non aujourd'hui, mais l'Italie peut le faire, l'Espagne peut-être, et d'autres pays. Mais donc, c'est essentiel. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, en fait, on aura perdu notre souveraineté parce que Trump, de façon très méthodique, continuera à avancer. Donc, je crois que, pour conclure et garder le temps du débat, qu'il faut prendre Trump au sérieux. Il a un projet cohérent et sérieux, non pas d'imposer militairement. Il ne fera pas l'intervention militaire. Et là-dessus, il se sépare d'Hillary Clinton et de George Bush. Il est effectivement en rupture des théories d'hégémonie libérale. Mais il voudra, lui, faire plutôt une hégémonie illibérale, en prenant des sanctions contre les pays qui lui déplaisent. Regardez ce qu'il a dit aujourd'hui. Alors on peut effectivement souhaiter que les Turcs ne fassent pas une intervention et qu'il n'y ait pas des conflits entre les Kurdes syriens et la Turquie, mais menacer la Turquie de détruire économiquement la Turquie si elle fait l'intervention, on n'est quand même pas dans la même gamme de désaccords. Donc il est d'urgence de faire un front uni par rapport à Trump, des pays qui simplement ne pensent pas que la solution soit dans un monde unipolaire, avec une hégémonie illibérale qui vienne nous priver de notre souveraineté. Aujourd'hui, ce ne sont pas des pays avec lesquels on n'a pas des liens d'alliance qui menacent le plus notre souveraineté, c'est notre allié. C'est donc un défi important. Il faut, 1, en être conscient, 2, le relever et 3, le gagner. Je vous remercie.